Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. J'essaie de ne pas avoir la lumière dans les yeux. Bienvenue. On va parler de facilitation d'architecture logicielle. C'est un review de livre, comme j'ai mis là. Je ne sais pas si vous connaissez Andrew Harmel Law. Vous allez connaître après. C'est écrit des très bons livres. Est-ce que ça va marcher? Ça marche. Donc voilà. Donc c'est un résumé des points clés de ce livre qui est très très intéressant, très dense, 700 pages, mais ça vaut la peine. C'est vraiment très bien. Donc c'est monsieur-là, Andrew Harmel Law. Je l'ai vu à Newcraft l'année dernière. Il est venu plusieurs fois. Très sympa. Je ne vais pas dire que je le connais. On a échangé 2-3 mots. C'est en anglais qui travaille à ThoughtWorks. Vous connaissez ThoughtWorks? C'est un peu le Octo d'Angleterre, un truc comme ça. C'est les agilistes. Donc voilà, c'est un auteur, formateur, passionné de logiciels ouverts, des communautés, et surtout c'est un anarchiste, que c'était son sujet à Ncraft. J'ai le lien ici si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'anarchie. Moi aussi, je suis anarchiste. Du coup, c'est qui suis-je? Je suis un développeur agile depuis le début, on va dire. J'ai lu les articles de Kent Beck sur Extreme Programming avant que le livre sorte. J'ai vu que c'était marqué dans le programme que j'étais dans le groupe de Extreme Programming de XP Denver dans les années 90. Donc c'est quelque chose que je connais pas mal. Je suis tech lead, architecte. Maintenant, je suis manager. Donc, si vous êtes sage, un jour peut-être, vous pourrez être sur mon équipe. Je suis aussi président de Okiwi. Qui connaît Okiwi ici? C'est un groupe de développeurs crafters à Bordeaux, mais pas que. On a beaucoup de monde qui sont présents ici, qui ne sont pas de Bordeaux, qui sont aussi sur notre Slack. C'est un très bon groupe de discussion. Et je m'excuse d'avance, j'ai un dialecte français un peu particulier, c'est le FRUS. Donc, j'ai fait mon mieux, mais si vous avez du mal à me comprendre, n'hésitez pas à dire. OK. Pourquoi ce talk? Donc, attends, je n'arrive pas à faire marcher les notes, donc voilà, allez. Donc, depuis quelques années, l'architecture est devenue de plus en plus compliquée. Probablement parce que les systèmes sont devenus de plus en plus compliqués aussi. Mais les équipes sont plus autonomes. Il y a un moment donné, avec l'extreme programming, laisse émerger l'architecture, etc. Ça passe moins bien maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais... en tout cas, l'architecture, ça peut prendre longtemps. Du coup, donc, dans le livre, il y a un postulat qui dit qu'il y a eu 5 révolutions depuis les dernières 20 années. Le manifeste agile, cloud computing, le DevOps, product thinking et le dernier, Streamline Teams. Donc, qui fait des choses qui... là, Agile Manifesto, on focus sur d'avoir des logiciels testés bien faits. Cloud computing, là où il y a, maintenant, pour l'ancien, un nouveau développement, il fallait procurer le serveur, le faire installer, tout ça. Maintenant, on peut procurer tout ce qu'il faut immédiatement. Le DevOps, maintenant, on est beaucoup plus près à automatiser les livraisons et le penser aux livraisons
pendant qu'on développe le logiciel. Le product thinking, on veut avoir le feedback rapide des utilisateurs, ce qui est aussi mentionné dans le manifeste agile. Et puis maintenant, c'est les Streamline Teams. Merci Team Topologies, mais pas que, c'est pas nouveau non plus. Et bon, il va sûrement y avoir d'autres révolutions aussi, c'est tout le temps. Il y en a peut-être un qui est un peu très courant en ce moment, qui a un A et un I, mais on verra ce que ça donne. Donc, ça crée une tension silencieuse qu'on n'en parle pas tout le temps. On a beaucoup de prise de décision décentralisée, mais souvent, on est bloqué par les décisions centralisées d'architecture. Et là, je le vis personnellement en ce moment. Dans mon nouveau entreprise, on a 2 niveaux d'architecture. Et juste début de la semaine, on avait un story qu'on voulait inclure dans le sprint. Et le PO me dit, il n'est pas encore solutionné. Ça veut dire quoi? On a une équipe de dev complètement capable, mais les architectes n'ont pas encore décidé de comment faire. Donc, il y a trop d'architecture, trop de décisions d'un seul rôle. Les architectes décident et dictent, vous allez faire comme ça. Et ça peut être dans plusieurs façons de structure, dépendance, sécurité, performance, évolution. Ils vont proposer, bah, allez, vous allez faire comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça marchera. Vous n'avez jamais entendu ça. Donc, il y a 2 modèles qui existent toujours dans l'architecture. Il y a soit le mec qui envoie de temps en temps, qui envoie ses dictats à l'équipe sans leur parler. Sinon, il y a aussi les héros, le hands-on qui vient voir les équipes. Le problème, c'est qu'il est outnumbered. Il a 30 devs et il est tout seul. Donc, il est complètement esparcé. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. Donc, bien sûr, dans le tour d'ivoire, il a sa grande vision, il sait ce qu'on devrait faire. Mais voilà, on ne le voit pas. Et du coup, bah, souvent, il y a des contournements faits par les équipes. Léo, voilà, bah, il est très fort, il a des très bonnes idées, mais c'est un goulot d'étranglement. Et là, on tombe dans le fameux, c'est pas solutionné. Alors qu'on a une équipe qui est fortement capable de décider et de la direction. Donc l'idée de base, c'est il y a trop peu de penseurs capables de prendre une décision. Il y a un pauvre gars qui a 18 000 demandes, qui ne comprend pas 3/4 de ce qui se passe, mais on entend de lui de dire comment faire. Donc comment on peut changer ça? Donc la définition d'architecture, ce n'est pas des diagrammes, mais c'est des décisions. C'est tout ce qu'on veut pour l'architecture, c'est que quelqu'un décide. On va faire comme ça. Et soit en agile, on va faire comme ça. Si ça ne marche pas, on tente d'autres choses. Et du coup, donc, on veut faire un peu comme dans le monde agile. L'architecture continue, on prend une décision, on acte, on développe. Est-ce que ça marche? Cool, continue. Si jamais ça ne marche plus, ben, on fait refacto. Et donc, la vraie question, c'est qui décide? Qui décide et comment on décide? Et c'est un problème qui est résolu depuis très longtemps, heureusement. Donc, il y a un processus qui, moi, je l'ai appris dans les entreprises libérées. Je ne me souviens plus du titre du livre. Non, attends. Ça
pas marché. Mais non, il y a combien de temps? Là, je suis à 44. Bon. Donc, l'idée de advice process, c'est très simple. On demande des conseils. Je veux changer quelque chose. J'ai une idée d'architecture. Je vais demander aux équipes impactées, éventuellement aux architectes, aux stakeholders, je veux faire ça. Vous en pensez quoi? Vous écoutez, vous notez. Et puis, vous faites des pour et des contre. Et bien, c'est toi qui décides à la fin. Tu n'es pas obligé de suivre le conseil. Mais tu es obligé d'aller chercher et d'écouter et documenter. Je peux dire, moi, dans ce cas précis, j'ai l'impression que ça va marcher mieux. Et comme on est agile, on peut changer en tout cas. Fais-le. Et voilà, donc c'est ce que je viens de faire. Donc, n'importe qui a besoin d'une décision peuvent lancer le processus, aller de consulter, noter les conseils donnés. Donc, avant, tu avais toute cette partie validation, il faut faire une union de 3 heures, faire tous tes diagrammes et faire valider, qui forment forcément un bottleneck. Non, maintenant, c'est plutôt, on va parler, on va aller discuter. La personne qui propose la solution est responsable, ce que ça veut dire. Mais ça fluidifie le processus. On n'est plus bloqué par quelqu'un dans un tour ivoire ou quelqu'un qui est débordé. Donc, on peut avancer. Donc, voilà, vite fait. Je prends une décision. J'identifie qui peut être impacté. Je vais aller les voir. Je décide. Et puis, je le rends visible. Okay? Et le livre va aller plus en détail. Donc, il y a un parti que je n'ai pas mis dans les notes. Un bridge de décision demande quoi? Des options, déjà. Il faut que tu proposes au moins 2 options, idéalement au moins 3. Et après, tu peux argumenter les pour et les contre. Mais s'il y a une seule option, il n'y a pas de décision. Et donc voilà, le conseil n'égale pas permission. Il n'y a pas de validation, il n'y a pas de personne qui bloque. Mais tu acceptes le risque. Si tout le monde a dit c'est pas une bonne idée et tu décides de le faire, bah, tu assumes ce risque. Je dis, je pense que ça va marcher, ça n'a pas marché. Bon. Donc, le vrai shift, c'est voilà, c'est pas qui décide, mais qui on doit consulter, avec qui on doit parler. C'est à vous de savoir. C'est dans votre contexte d'équipe, vous allez voir qui tu penses être nécessaire pour consulter. Donc, il y a aussi un fil rouge sous-jacent du livre, c'est le contrat social. En fait, Monsieur Armel Law, il est très agiliste, et donc il y a beaucoup d'idées d'agile dans ses écrits. Donc, s'il n'y a pas de sûreté psychologique, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Et ça, c'est sans parler d'architecture. Si vous n'avez pas de sécurité psychologique, il n'y a personne qui va faire quoi qu'il en soit. Donc, il faut vraiment travailler là sur le psychological safety, avoir des vrais avis sincères et pas des faux avis. Et voilà. Et voilà, ça, le résultat, normalement, c'est qu'on a des décisions beaucoup plus rapides. C'est des meilleures décisions parce qu'on a discuté avec les gens qui vont être impactés et qui vont exister et vivre avec les décisions prises. Et généralement, il y a moins de friction. J'ai les points de friction après. Mais ça aussi, c'est scalable. On évite le goulot d'étranglement. Il n'y a pas une personne ou 2 personnes qui décident. Donc voilà. Donc,
ce qu'il faut faire, c'est de faciliter l'architecture et pas de dicter l'architecture. Okay? Et ça peut être même un architecte qui suit le processus, qui dit, moi je pense que ça c'est un bon chemin à prendre, vous en pensez quoi? Au lieu de dire, vous allez faire comme ça. Donc, ce que ça va nous amener, c'est le calcul de décision, l'alignement, surtout l'alignement, c'est très important, des retours. Le mec, il propose un truc qui est vieux, dit, ouais, en fait, ça, c'est déprécié, il ne faut pas faire comme ça. Mais on a des retours. Et l'apprentissage, on montre en niveau tout le monde. Tout le monde a un petit bout de compétence, au moins dans le domaine. Donc, c'est bien. C'est pas d'abdication. Donc, les architectes restent responsables. Des principes, des cohérences et des visions de long terme. Et on va voir. Attends, est-ce que ça peut sauter un truc? Non. OK. Donc, il y a le rôle d'architecte reste. On bouge juste le prise de décision très précise, mais on reste dans les grandes lignes. Les processus, donc dans le livre, il propose Architecture Advice Process, qui est basé sur le Advice Process, avec les ADR. Donc, j'imagine, vous avez tous entendu parler d'ADR. Non? C'est Architectural Decision Record. Donc, c'est un petit document avec un format assez spécifique qui dit le contexte, les décisions, les conseils qui étaient reçus. Et c'est figé. À la fin, adopté, c'est read-only, ça ne change pas. Tu peux le remplacer, mais on ne le modifie pas en existant. Surtout, ça aide le contrat social, donc le psychological safety et la transparence entre les équipiers. Donc, la première pratique, c'est basé vraiment sur le ADR. Qui connaît ADR a déjà travaillé avec des ADR? Ça, okay. Est-ce que vos ADR sont vivants? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est créé une fois et publié sur GitHub et on a un peu oublié? Voilà. Souvent, c'est le cas. Donc, un pratique qu'il propose, c'est vraiment de créer un wiki avec un index de tous les ADR et que ça fait partie de l'onboarding. Quand il y a un nouveau dev qui arrive, ben, allez prendre le temps nécessaire de lire toutes ces décisions qui vous indiquent pourquoi on a tout fait comme on a fait. Et ça apporte beaucoup à la compréhension. Donc, l'idée, c'est c'est sur quoi on va décider. Le contexte, le pourquoi et les compromis. Parce que c'est très important aussi. Dans le conseil, on a les pour et les contre et on va pouvoir dire oui, celui-là semble être le meilleur choix, mais ce point-là de ce qui était choisi est plus fort. Donc, on a vraiment un record de pourquoi. Normalement, c'est une image d'un ADR avec tous les champs nécessaires. Pour ça. Okay. Mais comme je dis, il y a les champs de base, c'est date, personne, status. On a un status draft, accepted, deprecated. Le contexte, les solutions proposées, les options, l'option choisie, donc on a décidé celui-là, et puis les conseils. En forme brute, il propose, vous allez faire les conversations, vous notez, j'ai demandé à X, il m'a dit, vous notez juste ce qui était dit, de façon assez directe. On ne modifie pas, voilà. Donc, il y a la visibilité des ADR qui est super puissant. Donc, on a le record, on sait ce qui était décidé, quand c'était décidé, qui était consulté, etc. Ça crée un alignement. Donc,
On peut être d'accord ou pas avec un ADR, mais si on n'est pas d'accord, on peut proposer un nouveau. Et puis surtout, c'est le mémoire architectural. On sait pourquoi on est là. Donc, dans le livre, il propose un ordre pas forcément de haut en bas. On commence par ajouter le contexte pourquoi on a besoin de prendre une décision avec le metadata qui est titre, status, date, auteur. Formuler les opinions, les options, et puis aller voir les gens et prendre les conseils, et puis de prendre une décision et vous notez, voilà, décision, option prise, c'est celui-là, c'est publié, status, c'est actif, un truc comme ça, je ne me souviens plus, mais vous notez que c'est actuel, voilà, ça c'est une décision actuelle. Il y a une deuxième pratique qui est très intéressante. Il propose de créer un forum d'architecture. C'est une réunion hebdomadaire, bi-hebdomadaire, où on invite tout le monde qui peut être intéressé de l'architecture logicielle. Ça peut être des devs, des architectes, n'importe qui vient et on discute. On dit, écoute, il y a telle proposition qui est en cours. Si vous n'êtes pas consulté et vous avez des idées dessus, c'est un bon moment de le partager. Donc, partagez vos idées. Ce n'est pas le moment d'aller chercher vraiment le conseil. On ne veut pas que ça devienne une réunion à demi-journée. Mais on peut diriger des idées. On se voit après. Voilà. Et ce n'est pas un endroit pour trouver des validations ou surtout pas un consensus. Dans tout le processus, c'est plutôt le consentement qu'on cherche que le consensus. Est-ce que vous connaissez la différence? Oui. Le consensus, c'est tout le monde est d'accord. Le consentement, c'est je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas opposé. Donc, ça, c'est plus flexible que tout le monde doit être d'accord. La proposition de valeur, c'est rendre les décisions visibles, renforcer les confiances entre les équipiers et permettre l'apprentissage collectif, que tout le monde a appris plein de choses dans la discussion autour des ADR. On a compris pourquoi on va faire Kafka et pas d'autres choses, etc. Donc, on se base vraiment sur les personnes. Donc, les personnes présentes sont les bonnes personnes. C'est la discussion et les conversations qui sont importantes. Que les conseils apportés, les avis apportés sur le sujet sont très, très importants. Et on n'est pas là pour contrôler. On veut que ce soit vraiment un forum ouvert, libre, share vos idées. Les principes, donc il y a ça revient aux architectes. Donc l'architecte a toujours un rôle, et c'est de créer des principes architecturels, pas 10 pages, mais des très grandes lignes. On fait Java Spring Boot avec Postgre et Kafka comme event bus, mais pas dans le détail. Et puis, bien sûr, on peut décider de faire d'autres choses. Mais dans les grandes lignes, c'est juste, ne vous embêtez pas à dire, on va faire un truc en Haskell. Donc, c'est plutôt des contraintes. L'idée de régler le principe architectural, c'est pas de poser des règles. Vous n'allez pas faire d'autre chose que ça, mais c'est plutôt de poser des contraintes. Nous, on pense, déjà, dans ce qu'on a existant, ça marchera mieux si on reste comme ça. Donc, troisième pratique, et vous connaissez
probablement, peut-être. Vous connaissez les radars techniques. Il y a ThoughtWorks, donc le employeur d'auteur, qui a un technical radar, vous allez voir, qui a des statuts adoptés. C'est quelque chose qui est très bien pour mieux utiliser, tester, voir si ça marche dans votre contexte, à surveiller. Ça monte, on n'est pas sûr, c'est peut-être jeune. Et puis les choses, arrêtez de faire ça. Donc, voilà, on a évité, c'est prouvé les points négatifs. Donc, c'est le truc, franchement, le truc qui est prouvé de marcher. C'est pas la même chose. Et ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le Tech Radar de ThoughtWorks qui est dispo et le contexte et tout le monde. C'est pas leur radar interne, mais c'est leur radar global. Je pense que c'est de septembre. Je me souviens pas. En tout cas, vous voyez pas ce qui est marqué, mais on a les 4 quadrants. Il y a les techniques, tools, langage et plateforme. Et le plus près du centre, le mieux. Les couleurs, c'est juste les quadrants, c'est pas. Et ce qui est cool, ce qu'il conseille dans le livre, c'est peut-être parce qu'il bosse à ThoughtWorks, mais je ne suis pas sûr, il propose un Build Your Own Radar. Donc, il y a un framework que vous pouvez télécharger. C'est pas très compliqué. Il y a un fichier Excel où vous mettez tout ce que vous avez, que vous voulez adopter, ce que vous ne voulez pas adopter, et vous mettez vos lignes dans l'Excel, et ça vous génère le graphe qu'on vient de voir. Donc, ça, c'est le troisième pratique qu'il conseille fortement. Donc, utiliser ADR et le Advice Process, tenir le forum architecture et de mettre en place le radar. Et avec ces 3 points, n'importe qui peut aller consulter et être armé pour commencer à prendre des décisions. Donc, avec ce processus, ce qu'on arrive, c'est avec un alignement. Tout le monde est aligné sur les idées, les techniques qu'on va mettre en place, plus que le chef a donné permission. Le chef a dit qu'on peut ou l'architecte a dit qu'on peut. On a discuté, on a fait les pour et les contre, et allez, fonce, on a fait. Donc, il y a tout l'aspect socio-technique aussi, parce que je pense plus que la moitié du livre, c'est sur les aspects socio-techniques. Il y a la première partie sur les 3 pratiques, c'est juste la première partie du livre. Donc, le socio-technique, ça impacte tout le code, l'équipe, la communication, la confiance. Et si on fait bien l'advice processus il va aider à renforcer ces aspects. La discussion, l'alignement aussi. Donc, il y a une grande partie socio-technique. Il y a un aspect sur la facilitation. Il parle de créer une bulle de confiance. Et parce que surtout, quand vous allez commencer à mettre en place, il y a des chances que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, il faut protéger ceux qui pensent que c'est une bonne idée, qui vous commencent à mettre en place, pour que vous gardez le bon esprit ou cet esprit, je ne vais pas juger l'esprit, au sein de ces personnes qui sont intéressées, qui veulent mettre en place, qui veulent s'améliorer. Donc voilà, on veut surtout renforcer la sécurité psychologique. Voilà, les objections, qu'est-ce qu'on va vous dire? La première chose, c'est probablement les architectes vont dire, oui, mais la qualité va chuter. Il n'y a pas mes conseils dans ce qui va être fait, donc c'est forcément mauvais. Eh ben non, la
qualités, ils viennent de retours et de conversations, de discussions avec les équipiers. Surtout, ça dépend d'architectes, mais j'en ai bossé avec des architectes, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas touché du code. Hein. Donc, parlons avec les gens qui produisent tous les jours, quels sont vos avis. Et ce n'est pas une histoire d'autorité, ce n'est pas moi qui dis vous allez faire ça, c'est nous qui disons qu'on allait faire ça. La deuxième objection, oui, mais on perd de responsabilité. On le déplace. On déplace vers les gens qui font le travail. Encore une idée agile. Mais tout ce qu'on va faire, ça va être documenté. On a les ADR, qui est un format assez réglementé. Donc, on peut aller voir et suivre facilement toutes les décisions. Avec le raisonnement, les conseils explicites, avec les pour et les contre. Donc, tout le monde est responsable. Il n'y a pas un responsable. Le troisième, et ça c'est un beau, et je le ressens beaucoup en ce moment. Oui, mais si nous, on ne décide pas à leur place, ils ne vont pas savoir faire. En tant que dev, ça vous fait sentir comment? Est-ce que vous vous sentez concerné par l'architecture? Est-ce que vous vous sentez capable de faire un peu d'architecture? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on est dans le métier. Et oui, peut-être aussi on est junior, on n'a pas toutes les réponses. Mais avec les conversations, les discussions, les conseils, les analyses des pour et des contre, on devient plus fort, on devient plus confiant. Donc, l'équipe, ils peuvent toujours monter en compétence et être plus prêts à prendre des décisions. Mais c'est sûr que si vous enlevez la possibilité de décider, ça ne va jamais changer. Et vous allez faire des architectures en couche, base données, front, back, sans domaine, et ils ne vont pas être mieux. Donc, la vérité inconfortable pour les chefs et les architectes, ça va changer qu'ils te veulent tous comme le reste du métier. Ce métier, c'est pas le tout ce que c'était il y a 25 ans, notamment grâce aux 5 révolutions. Et il y a 6e qui est quasiment là. Donc, on va avoir un changement. Est-ce que tu veux que ce soit par accident ou par design? C'est un choix qu'on peut faire. Donc, voilà. Il y a des processus, il y a des façons de mettre en place. Et je pense que demain, on va avoir des discussions. Je sais qu'il y a certaines personnes ici présentes qui ont déjà expérimenté ces pratiques. Moi, personnellement, j'ai juste au début, mais c'est très tentant. Par où commencer? Voilà, on va mettre en place les ADR, si vous n'avez pas déjà. Mettre en place les ADR qui peuvent être du passé. Mettre en place 3 ou 5 principes, grosses lignes d'architecture. Et puis, arrêter de faire la validation. Arrêter de faire l'architecte qui décide tout. Et aller voir les devs. Faire des réunions de discussion et pas de décision. Et voir ce qu'il dit, ce qu'il propose des collègues. C'est ça, tes collègues. C'est pas des personnes. Donc, si ça marche, si c'est une grosse réussite, ça va ressembler à quoi? Il y a moins de goulot d'étranglement de prise de décision. Il n'y a pas ces commentaires que j'ai cités tout à l'heure. Le solutioning n'est pas prêt. C'est plus une excuse. Fais-le avec l'équipe. Donc, on aurait des prises de décision plus rapides.
l'équipe va être mieux alignée. On sait sur ce quoi on va bosser, sur quelle direction on va aller. Et donc, il n'y a pas de question de « Ah oui, mais ça aurait été mieux de faire comme ça. » Peut-être, mais on a déjà discuté. Si tu veux, lance un autre ADR. On peut lancer des discussions. Et les architectes, ils sont toujours impliqués. On va toujours demander leur avis, leur conseil. Mais maintenant, ça va être impactant. Ça ne va pas être des gens qui sont souvent un peu mal vus. Le gars qui nous dicte des choses, c'est le collègue qui nous aide, qui nous apporte des vrais conseils, qui a un vrai impact sur ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on veut. Et voilà, le message final. C'est pas le contrôle qui fait l'architecture. C'est l'alignement. C'est de mettre toute l'équipe ensemble, de discuter, d'avoir éventuellement des arguments, sortir les pour et les contre, et prendre une décision. Et voilà, on a une architecture qui tient la route et qui est bien. Il y a une équipe qui est contente. C'est ça important aussi. Et j'ai fini en avance, je pense.